à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel interlude culturel, toujours aussi passionnant, toujours extraordinaire, avec des œuvres toujours, enfin presque, intéressantes. Donc c'est pas présenté par toi. Donc c'est pas présenté par moi. Ou si des fois ça arrive, donc vous pouvez voir le sommaire qui s'affiche juste en dessous. L'animation était pas bonne, mais c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là, voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça tu fais l'animation dans les deux sens. Ouais. Amuse-toi. On espère que vous apprécierez comme d'habitude et on se retrouve tout de suite pour une première œuvre. Alors Hannibal, c'est une série qui a été commencée en avril 2013 et qui s'est terminée en août 2015, qui compte en tout 3 saisons qui auraient certes dû en compter beaucoup plus, mais qui en comptent finalement que 3, qui étaient faites par la chaîne NBC et en gros gérées par un mec qui s'appelle Brian Fuller, et qui était bien sûr adapté de la saga culte à la base de livres et ensuite cinématographique. Donc, Hannibal Lecter, mais basé sur des personnages de Dragon Rouge, le premier livre. Qui a eu une adaptation aussi en film. Voilà, comme tous les autres d'ailleurs. Ouais. Dragon Rouge qui a été pour la première fois adapté au cinéma par Michael Mann, un film qui s'appelle Manhunter, en français Le Sixième Sens. Pourquoi? Et ensuite il a donné surtout le deuxième adaptation du deuxième livre qui est Le Silence des Agneaux, le film fameux qui est lui le plus connu et le meilleur de loin. Donc la série Hannibal, elle prend le parti très intéressant de nous placer avant les événements de Dragon Rouge. C'est-à-dire que dans les films, en fait, Hannibal est en prison. Des Dragons Rouges, Hannibal est déjà en prison depuis longtemps. Le fameux Hannibal, le cannibale, tout ça, genre un tueur en série, machin. Il mange ses victimes. Qui mange ses victimes, qui cuisine ses victimes. Et Hannibal, la série, se passe bien avant, quand encore Hannibal est encore un psychiatre dans je ne sais plus quelle ville des États-Unis, et qui sert de consultant dans le FBI. Donc ça c'est tout à fait avant. À Masterchef plutôt en fait. Alors donc ça c'est le parti. C'est tout un truc qui a été inventé du coup par les créateurs de la série, mais qui est vachement intéressant parce que du coup permet de lier le personnage de Will Graham, qui est le personnage qui finalement mettra plus tard Hannibal en prison et qui consultera Hannibal pour pouvoir avoir des informations sur Dragon Rouge, du coup le tueur du film et du livre Dragon Rouge. Donc question à gage là, Dragon Rouge, et du coup Will Graham va consulter Hannibal Lecter en prison pour pouvoir mieux comprendre le serial killer, et c'est d'ailleurs le même principe dans Silence des Agneaux. Ouais, Jodie Foster. Mais du coup avec un autre personnage qui est celui de Clarisse qui va voir Hannibal pour avoir des informations sur un autre tueur dont j'ai oublié le nom. Et donc dans cette série, Hannibal sert de consultant au FBI, mais dès le début en fait on sent que la série n'est pas très bien... ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont au tout début de la saison 1, et c'est quelque chose qui m'a vraiment déplu, c'est que Hannibal ressemble dans ses débuts à une série policière très classique en fait, et ça avec une structure classique de série policière, alors qu'en fait on aurait vraiment aimé avoir un vrai truc chaud Hannibal, genre Hannibal qui tue des gens et que la police se traque et qui joue là-dessus. Alors il y a un petit peu de ça, et d'ailleurs il y a ce petit jeu-là, il y a beaucoup de très bonnes idées parce que c'est pas dit explicitement que Hannibal tue des gens avant un long moment dans la série. Genre, mais on le sait, tu vois. Mais pour ceux qui découvrent Hannibal sans le savoir, ils doivent vraiment se poser des questions parce que niveau du montage, il y a plein de trucs intéressants. Par exemple, Hannibal qui commence à suivre quelqu'un. Et au plan suivant, il mange. Et tu vois, c'est pas ce qu'il mange. Et du coup, il y a plein de trucs comme au niveau du montage qui sont vraiment très intéressants au niveau enfin, c'est subliminal, quoi. On te fait comprendre sans le comprendre. Il y a plein de jeux comme ça qui sont très bons dans la saison 1. Même dans la saison 2, mais la saison 1, malgré tout, reste quand même très pour moi, pas bonne. Avant, en tout cas, la fin qui est sympa, mais pendant un long moment, Hannibal saison 1 est pas très intéressant, parce que il se base notamment beaucoup sur un personnage qui est celui de Abigail Hobbs, qui est en fait la fille d'un tueur à gages, et que en gros Hannibal va prendre sous son aile, et Will Graham aussi va avoir des interactions avec elle, et finalement tout tourne autour du triangle entre les trois, et finalement on s'en fout un peu total. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment pas intéressé pendant un long moment. Je me disais mais Hannibal c'est une série qui a trop de potentiel, mais ce qui décolle pas. Et avec la saison 2, mais ça va finir par changer. Mais il y a aussi un autre truc sur lequel je veux revenir, c'est que il y a des séries comme ça que j'aime bien, genre Dexter saison 6, qui présentent un tueur qui
fait des meurtres un peu artistiques, tu vois. Genre, où ils sont vraiment choquants, mais c'est artistique et c'est le tueur qui est comme ça. Le problème de Hannibal, c'est que Hannibal, lui, fasse des meurtres un peu artistiques, c'est cohérent, c'est nickel. Mais le problème d'Hannibal, c'est que tous les meurtres, toutes les enquêtes qu'ils essaient de résoudre, tous, c'est des trucs hyper artistiques, hyper abusés. Par exemple, t'as un totem de cadavre, ou alors t'as un cadavre qui est en fait une ruche, ou alors t'as un violoncelliste qui se fait buter, et du coup, son corps est transformé en violoncelle. Enfin, et c'est tous les tueurs, pas que Hannibal, qui sont comme ça. Genre, ça a aucun sens. Du coup, il y a aucune identité et cohérence. Et du coup, moi, je trouvais que c'était vraiment trop genre, ouais, on a la possibilité de faire des trucs violents, du coup on le fait et c'est juste pour ça et c'est pas pour donner, ça n'a pas de sens et du coup moi c'est quelque chose ça j'ai vraiment pas beaucoup aimé dans la saison 1 et même dans certains épisodes de la saison 2, genre le premier ou le deuxième, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment pas plu du tout, mais heureusement Hannibal devient beaucoup plus intéressant par la suite. Et puis d'ailleurs je l'ai pas dit, mais l'acteur qui joue Hannibal c'est Mads Mikkelsen, qui est un acteur que vraiment j'aime beaucoup, qui est excellent et qui arrive à te faire entre guillemets oublier Anthony Hopkins, sa performance dans le Silence des Agneaux, qui pas vraiment oublié parce que t'as pas l'impression que c'est le même personnage, mais il le joue vraiment très très bien. Son Mads est exceptionnel. C'est Hugh Dancy qui joue Will Graham. Beaucoup n'aiment pas son jeu, moi je l'aime bien, ça va. Après c'est juste le problème, c'est pas plutôt son jeu, c'est plutôt que son personnage, ils savent pas trop comment l'écrire en fait. C'est même jusqu'à la fin de la saison 3, ils savent pas trop sur quel pied le faire danser, mais est-ce qu'il est gentil, enfin gentil. Voilà, en gros, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est un peu fou. Dans la saison 1, il y a un truc que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'il joue vraiment sur la folie de Will, parce qu'il a des problèmes psychologiques et genre il joue beaucoup là-dessus et ça donne vraiment de très 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 bons éléments. Et en fait, toute la saison 1, c'est une saison qui aurait pu vraiment avoir beaucoup de potentiel, mais qui est gâchée par beaucoup de trucs. Heureusement, tout ça c'est vraiment rattrapé par la saison 2 qui est malgré quelques bizarreries quand même, qui grimpe pour l'intensité du début à la fin et qui présente en gros tout le enfin c'est là qu'en gros les Hannibal va commencer à être un peu plus soupçonné. Enfin c'est là que tout s'enclenche et que c'est vraiment hyper intéressant jusqu'à un final qui est vraiment pour moi un final exceptionnel. Le dernier épisode de Hannibal saison 2 il est vraiment complètement dingue, avec une réalisation qui est complètement folle aussi, enfin un espèce de compte à rebours gigantesque qui est vraiment très très bon. Et du coup, j'attendais beaucoup, moi, la saison 3, j'étais vraiment hyper hypé par la saison 3, et c'était du coup une des saisons que j'attendais le plus, parce que c'était hyper cool, parce que Hannibal saison 1, j'avais pas trop aimé, même si c'était sympa, et la 2, du coup, c'était waouh, c'était hyper cool, et du coup, la 3, il y avait un potentiel de fou. Faut savoir que Brian Fuller, ce qu'il comptait faire, c'était 3 saisons préquelles d'Hannibal, faire 3 saisons qui reprennent les 3 livres, donc non. Oui, il y a 3 livres. Il y a ces Dragons Rouges, les Silence des Agneaux et le livre qui s'appelle Hannibal. Et après, faire la suite. Donc, dans une dernière saison, la 7ème, la suite qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, du coup. Oui. Et parce qu'on ne sait pas ce qui devient Hannibal à la fin de Hannibal. Et du coup, ça aurait été sympa de voir la suite. Et, mais malheureusement, la série n'aurait jamais pu aller jusque-là. Et la 3ème saison, du coup, ça aurait dû être jusqu'à du coup, la capture d'Hannibal. Mais. Et non, mais il n'y a pas de mais. Sauf qu'en fait, du coup, la saison 3, c'est. Pendant la moitié de la saison, vraiment assez intéressant, mais c'est bizarre, c'est une lenteur étrange, très très esthétique, c'est un truc que j'ai pas dit, mais Hannibal c'est vraiment une série qui visuellement et au niveau de la photographie a une véritable identité. Franchement c'est magnifique, enfin c'est sublime, et la musique, là j'ai oublié le nom du compositeur, c'est dommage, mais la musique a vraiment une identité, elle est dérangeante assez souvent. En fait c'est une musique qui parfois colle énormément bien, et parfois qui elle aussi est un peu too much accentuée, mais pour déranger, mais c'est pas grave parce que ça colle vraiment à l'ambiance. C'est vraiment une identité artistique qui est très très forte, et moi c'est ça que j'aime beaucoup dans Hannibal. C'est quelque chose qu'on retrouve pas suffisamment dans les séries. Par exemple, je prends une série que j'ai beaucoup aimé cette année parce qu'elle était vraiment bien gérée pour moi, c'est Daredevil, mais elle avait aucune identité artistique, tu vois, c'était vraiment le dommage. Mais là du coup Hannibal au contraire c'est une série qui a l'identité artistique, enfin tu la reconnaîtrais en temps mille, tu vois, vraiment. Et du coup la saison 3 pour la première moitié, accentue ça à mort en faisant des ralentis esthétiques, des gros plans, des trucs, vraiment la photographie artistique, genre ils se prennent presque pour un film d'auteur. C'est vraiment bizarre, mais à la limite, c'est vraiment
hyper cool quand même. J'ai toujours senti qu'ils savaient où ils allaient. Et du coup, j'étais vraiment curieux de la suite et je me suis dit que tout ça c'est pensé et ils vont quelque part. J'étais vraiment hyper impressionné de ce qu'était devenu Hannibal parce que saison 1 c'est une série qui ressemblait à toutes les autres et saison 3 c'est une série qui ressemblait à aucune autre et je trouvais ça c'était incroyable l'évolution de la série quoi. Mais du coup, est-ce que ça amène quelque chose la lenteur ou alors est-ce que c'est juste lent pour Et bah être voilà, c'est lent? vraiment la déception pour moi de la saison 3, c'est que ça va pas au bout de ce que ça aurait dû être, ça a pas l'intensité que ça aurait dû, vraiment pas. Et au bout en fait, ils se tapent un délire, ils essaient à la fois d'adapter, ils essaient de mettre dans la première moitié les éléments du livre Hannibal et du film, notamment concernant le personnage de Mason Verger, enfin ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, donc ils mettent toute cette intrigue là-dedans, mais c'est mal imbriqué, et du coup, il y a une espèce de Deus Ex Machina bizarre qui arrive d'un coup, qui change tout la partie scénaristique, et au bout d'un moment, moi, ce qui m'a le plus déçu finalement dans la série, c'est qu'il n'y a pas ce qu'aurait dû avoir l'intensité finale à la fin de saison 3, donc ce qui est capture d'Hannibal, et la suite de la saison, c'est Dragon Rouge. Genre pendant une moitié de saison. Et pour moi, du coup, dans la saison 3, il y a saison 3 et 4 en même temps. Mais c'est au niveau du rythme, c'est absolument pas géré. Ouais, et c'est bâtard, quoi. C'est bâtard. Et d'ailleurs, c'est vraiment découpé en 2 saisons, entre guillemets, parce que Hannibal saison 1 a toutes des noms d'épisodes qui reprennent des noms de plats français. Donc ça s'appelle Amuse-bouche, par exemple, tu vois. En la saison 2, c'est que des noms de plats. Non, mais je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça pourrait. Dans la saison 2, c'est que des noms de repas japonais. Et la saison 3 commence par que des noms de repas italiens. Et après, à partir de la moitié, c'est que des noms en rapport avec le Dragon Rouge. Et du coup, c'est vraiment... il y a vraiment deux entités au sein de la saison 3. D'accord. Et au niveau du rythme, c'est bizarre. Et Dragon Rouge, en tout cas, est bien adapté. C'est sympa de le voir adapté comme ça, mais vu que tu connais... tu connais, c'est pas le plus intéressant à revoir. Moi, j'aurais vraiment voulu que la saison 3 ce sera vraiment que sur le préquel et pas sur ce qu'on connaissait déjà. Du coup, est-ce que le mec, le showrunner, en fait, il s'est dit tiens, Dragon Rouge, en fait, j'ai des idées que je veux absolument incorporer dans la série, du coup. Ouais. Mais parce que, souvent, ça donne des trucs comme ça, quoi. S'il avait des idées pour toute une saison 4, il se dit putain, j'ai ça comme idée, ça peut être super cool, etc. Et que tu veux quand même les mettre dans ton projet, alors qu'on te dit bon bah écoute mec, on te cut 4 saisons puisque voilà, je sais pas pourquoi ça marche pas, je sais pas quelle connerie. Et il y a toujours des idées, des trucs que tu veux garder et tu te forces à les mettre et parfois ça rentre en conflit direct avec. Je pense qu'il était vraiment fan de la fin de la saison 3. Enfin, du coup, la saison 4, quoi. Mais la vraie fin de la série Hannibal est vraiment super sympa. Enfin, le dernier plan est magnifique. C'est vraiment, ils vont vraiment au bout de la relation entre Will Graham et Hannibal, et c'est vraiment. C'est particulier, je sais pas trop ce que j'en pense, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment une idée de fou. En soi, je suis pas hyper fan parce que, surtout au niveau de la construction du rythme, ça va trop vite. Enfin, le problème, c'est que ça va trop vite. Et le dernier épisode, ça aurait dû être 2 épisodes pour moi déjà. Et ça va beaucoup trop vite, trop Deus Ex Machina, et au bout d'un moment, tu crois plus, quoi. Et c'est trop dommage, quoi. Et voilà, c'est là-dessus que c'est vraiment. La série t'a déçu, quoi. Et au final, j'étais déçu de la série. Mais pourtant, c'est une série qui a quand même beaucoup d'éléments intéressants. Je pense que les fans d'Hannibal peuvent vraiment se lancer dessus. C'est intéressant. Faut passer les quelques étapes qui sont moyennes, et d'ailleurs dans la saison 2 et saison 3 il y a encore des trucs qui sont un peu bizarres. Enfin, il a comme des idées bizarres, le showrunner. Et dans la saison 3 il y en a encore, par exemple t'as des personnages des fois qui seraient censés mourir et qui en fait qui survivent quand même, mais pas genre ils sont morts et ils reviennent à la vie, mais genre c'est vraiment des personnages il a envie de faire des trucs un peu qui choquent un peu le spectateur, mais il a pas envie de tuer les personnages pour autant, du coup ils font croire qu'ils vont mourir, en fait ils meurent pas, et peut-être parfois un peu trop, et du coup au bout d'un moment du coup ça casse un peu. La saison qui est le mieux gérée finalement, ça reste la saison 2. Ouais. Elle est vraiment hyper top. La saison 3 est intéressante. Dragon Rouge est vraiment adapté de manière sympa, en changeant pas le truc quand même, surtout au niveau de la fin du coup. Et ça apporte. C'est comme une revisite de l'univers Hannibal qui est intéressant. Moi j'aurais vraiment voulu que Brian Fuller puisse faire tout son projet, même si j'imagine que. C'est ce qu'on souhaite de. Je pense que vraiment ils osaient pas. Réadapter, tu vois, Dragon Rouge, Silence des Agneaux, puis Hannibal, parce que genre c'était pas adapté au format de série, puisque c'était des livres, et puis en film, ça marchait bien, tu vois. Ouais. Du coup, c'était vraiment un pari risqué, et je pense que pour l'instant, personne n'a accepté de faire la suite d'Hannibal, donc ça s'arrête là, et les acteurs ont été libérés de leurs obligations. Donc même si c'était accepté pour faire une suite, c'est pas dit que les acteurs acceptent de rejouer dedans, donc
Donc voilà, donc Hannibal, c'est une série qui est mitigée mais que je trouve intéressante. Et voilà, je pense que c'est la conclusion sur laquelle je me suis arrêté. Mais que ça m'a pas dérangé de la voir, même si au final j'ai quand même été déçu de la saison 3 et du coup de la fin, même si la toute fin peut être sympa, intéressante. Ok, d'accord. La Divine Comédie de Dante qui a été... Alors apparemment ça aurait été écrit entre 1307 et 1321. C'est du moins ce que les chercheurs disent sur ce livre. Et en fait c'est l'histoire de Dante. Est-ce que vous connaissez Dante? Moi je connais que l'histoire de Sparda moi. Ah bah ouais, c'est le fils de Sparda. Non, Dante. Alors en fait... C'est que c'est le premier roman italien, c'est réputé pour être ça. Ouais, bah en fait c'est surtout un énorme héritage de l'époque médiévale quoi. C'est un des plus gros héritages médiévaux qui nous reste. C'est l'équivalent de la chanson de Roland en France et voilà, ouais, en Espagne. C'est ça, mais c'est un livre de toute façon qui est mondialement connu et qui fait partie de l'imaginaire collectif et encore plus aujourd'hui parce que en fait l'enfer tel qu'on se le représente et encore aujourd'hui c'est l'enfer tel que l'a décrit Dante et c'est assez impressionnant en fait de voir qu'il avait déjà inventé énormément de choses. Alors pour remettre il a pas inventé, il a une mission divine. Non, c'est pas tout à fait ça. Il a jamais été aussi bien retranscrit que pendant l'intro d'une show. C'est dans tes Inferno. Oublié. Ça va aller. Donc en fait pour replacer un petit peu dans le contexte, ce qui se passe c'est que Dante lui c'est un poète. Tout simplement. Alors je vais pas vous faire toute la préface. Qui a vraiment existé. Hein. Oui, Dante il a vraiment existé. Tout à fait. C'est son voyage dans les enfers, purgatoire et paradis. Quand on dit la Divine Comédie de Dante, c'est parce que c'est lui qui l'a écrite. Mais aussi parce que c'est lui qui est dedans. Donc en fait, ça nous raconte l'histoire donc de Dante qui est un petit peu, à part, je vais être assez vague, qui est perdu dans une forêt et en fait il y a Béatrice. Disons c'est une fille dont il était extrêmement amoureux et qui est morte, qui envoie Virgile le quérir pour le guider en fait à travers les enfers et finalement vers le purgatoire puis au paradis. Donc en fait le récit va se distinguer entre 3 grosses parties qui seront les enfers, puis le purgatoire, puis le paradis. Je vais pas vous mentir tout de suite, si vous voulez lire la Divine Comédie de Dante, ayez une bonne connaissance des images catholiques. Et parce qu'en fait c'est extrêmement catho comme bouquin, et il y a énormément de métaphores qui sont reprises, si tu veux, des images religieuses catholiques. Donc si on n'a pas une bonne connaissance de ça, déjà, c'est pas un bon moyen pour se lancer dedans. Et si vous voulez lire la Divine Comédie, mettez-vous au fait de l'histoire à l'époque. Ouais, ce que j'allais dire, je pense que plus t'es renseigné sur l'histoire de l'époque, mais religieux même à tous les niveaux, plus ça va être enrichissant là, comme lecture. Ouais, parce qu'en fait, faut savoir que donc divisé en 3 parties. La partie sur les enfers, c'est finalement une énorme description de ce que sont les enfers selon Dante, avec 9 cercles, les 9 cercles de l'enfer, et à chaque fois en fait qu'on descend, ça devient de plus en plus horrible. Et les péchés en fait, si tu du cercle des sodomites. Et en fait, les péchés sont graduels. Et tout au fond des enfers, il y a le fils de Jules César. Qui est Brutus, et un autre, dont celui-là je vous le laisse un petit peu caché, mais en gros tu vois au vraiment fin fond qui se prend toutes les pires tortures possibles. Hitler. Il y a Brutus. Non, Hitler à l'époque c'était c'était pas trop encore là. Poutine. Et en fait Mao. La Divine Comédie c'est extrêmement intéressant. Mais surtout pour la partie des enfers, le reste c'est beaucoup plus lourd. En fait, ce qui se passe c'est que Dante il fait appel à énormément de personnages qui à l'époque étaient de grands émissaires ou vraiment des personnes extrêmement connues, des peintres, des potiers, mais en fait ces personnes-là en fait leurs œuvres ont été détruites avec le temps si tu veux, où il y a eu des incendies qui ont brûlé forcément toutes leurs œuvres, et aujourd'hui on n'est plus du tout au courant de qui sont ces personnes-là, et même du coup avec tu sais les petites notes en bas de page, on n'avait pas du tout, les mecs disaient on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait toujours pas qui c'est hein. Non, on sait toujours pas qui c'est en fait ces personnes. On saura jamais du coup. Ouais, et du coup ça fait que en fait on est très souvent perdu avec des chants, puisque en fait les enfers, le paradis et le purgatoire se divisent tous en 33 ou 34 chants.
Et en fait, chaque chant va décrire quelque chose de bien spécifique. Et genre, sur les chants au purgatoire, il va décrire sa rencontre avec telle personne ou avec telle personne. Et du coup, si on n'est pas au fait de l'histoire à cette époque-là, déjà, on se retrouve paumé. Et en plus, les mecs qu'on connaît pas, si tu veux, ça a tendance à un petit peu nous gaver. Donc ça fait que la lecture, elle est extrêmement lourde. Surtout que pour bien comprendre un chant, je pense qu'il faut le lire 2 fois. Il faut le lire une fois avec les annotations en bas de page, puis bien les assimiler. Et puis après, faut le relire une fois qu'on a compris tous les trucs. Et puis ça dépend aussi beaucoup de l'édition dans laquelle tu fais ta lecture, parce que si tu fais une édition où les annotations sont compliquées ou pas compréhensibles ou quoi, je pense. La traduction surtout. Oui, aussi la traduction. Ouais, oui, la traduction est importante puisque à la base c'est quand même un récit, c'est un poète. Parce que tu parles de chant, mais en fait, voilà, faut bien préciser que la Divine Comédie de Dante, on a dit que c'était un poète, Dante, mais c'est des proses, quoi. Genre, c'est de la poésie, c'est pour ça que c'est compliqué à lire aussi, parce que c'est pas un roman où il raconte sa life, quoi. C'est aussi pour ça que ça a été extrêmement difficile à traduire, mais la traduction ne fait pas de prose. Justement, c'est pas la prose. Enfin, la... Ah ok, ouais, j'ai repris les mauvais termes techniques de la poésie, vas-y. Oui, la prose, c'est quand c'est pas en vers, les vers. Ah oui, les vers, oui, ouais, ok, je me suis trompé. Nous c'est en prose, et en fait, eux c'est en vers. Oui, ok. Ouais, donc nous, il n'y a pas de rime. Nous, il n'y a pas de rime. Il y a des vers quand même Non. Genre, c'est des phrases. Ah oui, non, pardon, si, c'est des vers. Oui. C'est des vers, mais pas... Je me paume, mais oui, en gros, c'est des vers, mais rien ne rime. Et en gros, ça va jamais au bout de la page, si tu veux, ça s'arrête toujours. C'est parce que l'Odyssée, il les traduit généralement avec les rimes. Ouais, mais là c'était vraiment chaud parce que c'est quand même tout le bouquin et faire une bonne traduction toujours pour garder le sens. Ouais, en gardant le sens avec les pieds, etc. Enfin, c'est vraiment hyper dur. Et déjà rien que quand tu vois, il y a, je sais pas, 130 pages d'annotation, tu vois, un truc comme ça. Donc vas-y pour faire tout le truc. Les annotations riment. Et oui, carrément, non, pas du tout. Mais en fait, le truc c'est, si vous voulez lire la Divine Comédie de Dante, ne lisez peut-être que les enfers, parce que j'aurais énormément de mal à vous conseiller le paradis et le purgatoire, parce que le paradis en fait c'est le final du paradis qui est assez exceptionnel, puisque là il y a toutes les images, mais les grosses images si tu veux religieuses qui arrivent avec toutes les personnes importantes, mais entre-temps, si tu veux, on te parle de chefs de guerre de l'époque, même si je m'étais mis au courant, si tu veux, de l'état du pays. Enfin, il y a plein de choses, surtout qu'à l'époque, le pays était tiraillé entre plusieurs choses. Enfin, malgré tes lunettes, t'es pas historien, quoi, donc c'est forcément... Voilà, mais... non, mais... Après, ça reste extrêmement intéressant à lire, surtout si vous voulez comprendre la vision des enfers qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les enfers rouges, où on a toutes les petits diablotins, tu sais, qui viennent, dans les dessins animés, picoter les fesses des mecs. Enfin, tout ça, c'est un dérivé de Dante, de ce qu'il a inventé. Tu vois, par exemple, le purgatoire, on savait que ça existait aussi. On avait une idée de ce que c'était que le purgatoire. Attention, je parle pas du tout en termes de religion, je dis juste, selon la religion chrétienne, si tu veux, le purgatoire existait, mais on l'avait jamais défini. Et Dante l'a un peu défini, en lui donnant des cercles, etc. Et c'est quoi du coup le purgatoire? Parce que l'enfer et le paradis, c'est clair pour tout le monde, mais le purgatoire, ça correspond à quoi? Le purgatoire, en fait, voilà, c'est ça. C'est, en gros, c'est là où la salle d'attente. Ouais, si on veut, mais dans l'imaginaire de Dante, en fait, c'est là où t'as commis des péchés, mais qui sont pas suffisamment importants pour être dans les enfers. C'est-à-dire, t'as fait quelques saloperies dans ta vie, mais t'as pas non plus été un connard. Ouais. Tu vois. T'as juste violé une paysanne par-ci par-là, rien de bien grave. Bon, ça après, c'est classique, ça arrive à tout le monde, ça. Hein. Un petit classico, mais du coup, t'as une chance d'aller au paradis dans ce cas-là? Non. Ah, tu restes au purgatoire? Non, tu restes au purgatoire. Bad quand même, putain. Mais le purgatoire, c'est pas... Si j'avais pas volé cette pomme sur ton âge. C'est pas un truc chiant, le purgatoire, mais au paradis, il y a vraiment que les grandes figures saintes. Après, c'est aussi énormément de la vision de Dante à l'époque qu'il avait des personnes. Tu vois, il y a certaines personnes dans le récit qui sont là au paradis. Et en fait, on a découvert certains trucs sur eux après. On s'est dit que c'était de véritables connards. Et tu vois, ils sont au paradis dans l'imaginaire de Dante. Donc, tout ça, en fait, amène à un récit qui est extrêmement lourd et très, très, très dur à lire. Moi, j'ai dû faire vraiment beaucoup de pauses. Enfin, entre chaque... je me suis arrêté entre l'enfer et le purgatoire, j'ai lu 2 bouquins, puis etc. Tu vois, parce que sinon, c'est vraiment extrêmement lourd à lire. Il paraît que c'est un peu l'enfer à lire. Ah, wow. Et ben, oui, il y a de ça clairement. Mais toute la partie enfer, justement, elle est passionnante, puisque c'est un florilège d'idées que le mec a mis en place, et enfin, tout s'imbrique bien, et même tu rencontres certaines personnes, tu te fais ah putain c'est intéressant, ils demandent aux gens par exemple pourquoi ils sont là, qu'est-ce que vous avez fait, donc t'as aussi un côté vachement humain, tu sais, par rapport au rapprochement. Après c'était forcément dans son imaginaire, puisque il est jamais allé en enfer vraiment, mais
Après, tu sais pas, t'étais pas là pour le voir. Hein. Tu sais pas. Voilà. Pour ce que j'y crois. Mais en tout cas, je pense que rien que lire Les Enfers, ça peut être extrêmement enrichissant pour tout le monde. Le Purgatoire et le Paradis, c'est quand même autre chose. C'est vachement plus lourd à lire. Je conseille beaucoup moins. Sauf si vous êtes. T'as aimé toi ou pas ? En fait, j'ai vraiment aimé parce que, en témoignage pur, en tant que témoignage pur, c'est incroyable en fait. C'est fou. On se replonge dans une époque qui n'est plus du tout la nôtre. Et à travers Dante, tu vois comment la situation évoluait à l'époque, comment lui voyait les ennemis ou les gens, comment la religion était perçue, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais encore une fois, c'est lourd à lire et je conseillerais pas forcément les 2 dernières parties. Mais juste la partie Enfer est disponible à la vente en bouquin en tant que tel. Donc je pense que j'aurais tendance à vous recommander Les Enfers, mais pas le reste. Au pire, on peut commencer par Les Enfers et puis après si ça vous plaît vraiment, ouais. Mais accrochez-vous pour le Purgatoire parce que le Purgatoire, c'est vraiment le paradis. Il y a vraiment des moments, si tu veux, de grâce ultime où tu lis et tu fais ah putain, c'est assez ouf quand même. Alors, le Purgatoire, c'est un peu une purge quoi. Voilà, le Purgatoire, c'est neutre en fait entre la grâce ultime du paradis et les enfers extrêmement violents. Le Purgatoire, c'est le côté neutre, donc c'est beaucoup plus chiant. Mais ouais, c'est très long. Ouais, c'est très long. Bah, je te dis 35 chants qui font 5 pages chacun, 34 chants qui font donc 5 pages chacun. Putain, je vais y arriver, j'ai du mal. Et ce pour 3 sections. Donc ça fait un peu plus de 150 pages par section. Chaque section est aussi longue que l'autre. Ouais, ok, d'accord. À peu près. Donc voilà. Mais vraiment, Les Enfers, si vous le pouvez, lisez-le. C'est difficile, mais putain que c'est bien. Et le reste, bah si vous avez vraiment l'envie, quoi. Mais vous forcez pas. Si vous sentez que le Purgatoire ça commence à bloquer, sachez que ça va être comme ça pendant un long moment quand même. Et tu veux lire genre l'Enfer et le Paradis sans lire le Purgatoire ? Bah en fait, il y a quand même une petite trame scénaristique, c'est-à-dire, il est avec Virgile dans Les Enfers. Et il va passer avec Virgile au paradis, tu vois. Ouais. Non, il va passer avec Béatrice au paradis. Donc tu fais, ok, comment ça s'est passé entre les deux, en fait, comment ils sont rejoints. Et même Béatrice le lâche au début du paradis pour un autre truc. Tu vois, c'est vraiment... C'est bien les meufs, ça, tu vas chercher jusqu'en enfer et la meuf, il faut que tu la récupères et elle se barre. C'est elle qui a demandé à ce qu'on le sauve. Quand même, c'est Béatrice qui a demandé à Virgile... Esprit de contradiction. Voilà, bon, on dira jamais, mais bon, Béatrice étant ce qu'elle est dans le... Comme quoi certaines choses ne changent pas. Même avec le temps, ça s'arrange pas. Bon bref, voilà, donc c'était la Tiffin comédie et Les Enfers. Lisez Les Enfers, c'est vachement bien. Batman un long Halloween, c'est un comic sorti en 96 et qui a été écrit par Loeb et dessiné par Tim Sale et qui est vraiment très très bon. On va expliquer pourquoi, même s'il a quelques défauts. Mais de toute façon, il faut commencer par dire que c'est juste après The Dark Knight Returns, c'est quand même le Batman le plus réputé. C'est un des Batman les plus connus et c'est pas vraiment pour rien en fait, parce qu'ils ont développé un Batman quand même qui est assez spécial, en tout cas dans le Batverse, et qui est relativement exceptionnel quand même. Donc ça fait suite à l'arc qui a été commencé avec année 1, donc il y a tout l'univers de Batman qui a été remodelé à partir de là. Ça nous raconte l'histoire de la traque d'un serial killer qui s'acharne contre 2 familles de la mafia de Gotham et qui les tue chaque jour de fête. Donc ce tueur, il est vite surnommé par la police, enfin par les journaux, ça Holiday, et du coup, donc ça arrive à chaque jour de fête. Ça commence à Halloween et en gros, tout ce comics se déroule sur une année. Donc ça va de Halloween à Halloween. Et comment on sait que c'est le même mec? C'est parce qu'il tue toujours avec la même arme. Toujours avec la même arme, mais toujours de la même manière aussi. De la même manière, tu vois. Enfin, il y a plusieurs éléments qu'on reconnaît, quoi. Bah, genre à Noël, il va laisser un bonnet de Noël, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc du coup, chaque chapitre de cette histoire va se dérouler pendant une fête et va porter le nom de cette fête. Bon, ça va être Noël, Saint-Valentin, la fête des mères, etc., etc. Et donc du coup, l'histoire, ça va être finalement la traque de ce tueur en série par Batman, Gordon
et Harvey Dent. Voilà, parce qu'en fait, faut savoir que ce comics a été la principale inspiration de Nolan pour The Dark Knight. Ça se sent. Bah oui, en même temps, c'est énormément. Donc c'est principalement, c'est de là qu'il a. C'est de là qu'il s'est inspiré pour écrire vraiment le personnage d'Harvey Dent et qu'il a écrit dans The Dark Knight. Par contre, rassurez-vous, si vous avez vu le film The Dark Knight comme tout le monde, non, c'est pas la même histoire, loin de là. Hein. C'est pas la même histoire, c'est juste le personnage qui est... De toute façon, le personnage par exemple de Harvey Dent est plus près du personnage d'Harvey Dent de Nolan que de les Batman par exemple. Après le truc c'est, on savait de toute façon ce qu'Harvey Dent allait devenir. Mais le truc c'est comment il allait le devenir. Et je trouve que ça c'est un point qui est super bien mis en avant dans le bouquin parce que plus on avance, plus on se rend compte que tout le monde est dépassé par les événements et que ça commence en fait à taper contre le système de Dent parce que lui, en fait, tout le monde s'acharne un peu contre lui à dire bah si t'es pas capable d'attraper le tueur, t'es pas capable de ceci. Donc du coup, il est un petit peu lui au pied du mur et la folie progressive va finalement s'acharner sur lui parce que il a tout contre lui. Surtout, c'est vraiment l'histoire de la quête. Enfin ouais, il y a Gordon et il y a Dent, mais c'est surtout Batman en fait. Oui. Surtout Batman qui va traquer ce mec là et Batman qui arrive à traquer tous les méchants mais lui il n'arrive pas à le choper en fait. Et en fait c'est vraiment une histoire qui est carrément passionnante de bout en bout parce que tu vas... C'est un vrai thriller en fait. C'est un vrai thriller et il y a beaucoup de retournements et du coup tu vas vraiment suivre l'histoire avec intérêt et surtout que le style graphique est vraiment super bien. T'oublies vite que c'est un Batman presque, enfin genre sauf à certains moments mais genre vraiment t'es vraiment pris dans cette enquête policière, dans ce thriller, et puis t'as la psyché des personnages qui est vraiment très intéressante, Dent bien sûr, même Batman, qui se pose des questions, il y a sa relation avec Selena Kyle, donc Catwoman, même Gordon, tous ces personnages-là, ils ont vraiment, ils sont profonds, et ils ont vraiment un développement qui est très intéressant. Et comme tu dis, on oublie le style graphique, qui est un peu, parfois, étrange, en tout cas, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, mais... Globalement, il défonce, hein. Globalement, vraiment, quand on l'a pas dit, mais genre quand tu trouves le truc, moi le premier truc, au début je comptais pas le lire ce bouquin, c'est genre tu me dis tiens bah vas-y regarde, j'ai vu le style graphique, je fais ok, je commence à lire, puis après j'étais emporté par l'histoire, mais à la base c'est vraiment le style graphique qui m'a accroché. Hein. Au-delà du style graphique qui est vraiment chouette, c'est vraiment la mise en scène. Dans chacune des cases, dans chacune des images, il y a des trucs, mais genre plein de fois je regardais, mais je fais mais ce plan quoi, c'est vraiment magnifique. Qui est exceptionnel sur Batman, la cape de Batman. Vraiment le travail sur la cape de Batman renforce énormément la mise en scène, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, vraiment quoi. Le mouvement de la cape qu'elle est fluide, qu'elle prend vie dans l'image quoi. C'est un truc de fou la cape. C'est vrai que maintenant que tu me le redis. Il y a beaucoup de cases où ils font vraiment genre c'est un tableau quoi. Et il y a énorme, même les comment on appelle ça, le nom de chaque chapitre est toujours illustré par on va dire un artwork quoi. Et très souvent c'est vraiment des trucs super beau. Il y a notamment cette image très connue de Batman qui est sur la tombe de son père, qui est magnifique. Enfin, vraiment, c'est genre plein de trucs extraordinaires quoi. Il y a plein de choses et puis ça rend, moi je trouve que ça rend hyper bien au niveau du chara design des personnages puisque ils ont tous un aspect vraiment très spécial. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément fan, mais moi j'aime beaucoup le visage du Joker en fait, qui est extrêmement allongé avec ses dents moi j'aime bien longues. Je kiffe vraiment le design du Joker. Moi, je trouve que c'est vraiment trop. Genre, il a vraiment la bouche qui va de là à là. De manière générale, tout était exagéré dans ce Batman, toutes les dimensions. Poison Ivy, elle est toute en feuille en fait. Poison Ivy, elle est cool. Elle est super cool. Le Joker, lui, il est pas dimensionné, c'est ça le problème en fait. Enfin, il y a quelques personnages comme ça dont j'aime pas le design et le Joker en fait partie. Mais au-delà de ça, c'est pas le plus important parce que ça, on s'y fait. Pour moi, le problème de Halloween, et il passe notamment par le personnage du Joker, c'est qu'ils veulent trop faire parfois un espèce de best-of ou même quasiment du fin de service trop accentué où à chaque fête, en plus de te parler de Holiday, on va te parler d'autres méchants et finalement c'est pas très important, notamment c'est pas très important, c'est qu'on s'en fout total, ça apporte rien du tout. Genre par exemple la trame du Joker, elle apporte rien et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, ça, en gros, c'est je cherche Holiday, tu sais où il est? Non, et après il en profite pour c'est le Joker qui lui est jaloux en gros de l'attention portée à Holiday, qui du coup va faire des conneries. Non. Donc ça apporte juste une péripétie supplémentaire. Et si tu veux, en plus moi je trouve que j'aime pas ce chapitre-là, pas vraiment, mais c'est dommage parce que il y a vraiment des plans dans ce chapitre-là qui sont sublimes. Par exemple, quand ils sont sur le toit de l'horloge, c'est vraiment un plan qui est juste sublime. Enfin, c'est un des plus beaux plans, limite, du comics, mais c'est au sein d'un chapitre qui scénaristiquement n'apporte rien
Et c'est dommage. Donc s'il y avait que celui-là, ce serait pas grave. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs et qui cassent du coup le rythme effréné. C'est vraiment ça le vrai problème, parce que comme on l'a dit, c'est un thriller. Et en tant que thriller, voilà, il y a vraiment une tension qui est constante. Et alors au départ, t'es vraiment à fond. Et à partir de la moitié du bouquin, bah franchement, en fait, moi je trouvais que ça descendait vraiment beaucoup comme tension. Ouais. Parce que justement, t'as pas mal de péripéties comme ça. Pareil avec le chevalier fou, le chapelier fou. Pas le chevalier fou. Et pareil avec le chapelier fou qui est complet. Enfin, t'as une trame qui ne sert vraiment à rien. Alors quoi, c'est un personnage que j'adore, mais là, il est vraiment trop nul. Et du coup, toute la trame avec Holiday, bah, elle passe vraiment en dessous. Et du coup, quand la trame avec Holiday elle revient à la fin, bah, on n'est plus vraiment dedans. Enfin, si, on est toujours dedans, mais à la fin, moi, j'étais vraiment beaucoup moins dedans qu'au début, tu vois. Bah si, parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que vers la fin, pour moi, il y avait plus vraiment Holiday, il y avait surtout Harvey Dent. Ouais. En fait, c'est ça, c'est ça parce que je les mets sur pour moi, c'est le même trame, en fait. Enfin, pour moi, ça fait partie du même ensemble, en fait. C'est ensemble parce que je parle de ça. Holiday, et puis en même temps, les gens commencent à soupçonner, notamment la pègre, que Holiday pourrait être Harvey Dent, tu vois. Enfin, donc pour moi, je mets ça ensemble, en fait, et à côté, les petites péripéties à la con comme le Joker et le cheval. Bah, pour moi, non, parce que en fait, les petites péripéties, bon, alors ce qui arrive dans le chapitre, effectivement, avec le Joker, etc., c'est pas super important, mais il y a des petites apartés sur Dent qui peu à peu font progresser sa folie, si tu veux. Et vraiment, tu te rends compte que quand lui, il commence à se faire attaquer, etc., tu fais, attends, putain, qui fait ça? La pègre, Holiday, qui est en train vraiment d'être contre qui, en fait? Qui est le méchant dans cette histoire? Parce que même Dent, tu sais, au bout d'un moment, il commence à dire, attendez, on va arrêter d'y aller selon le protocole et on va commencer à rentrer un peu plus dans le tas, les gars, parce que ça devient la merde, quoi. Ouais, mais je dis pas que tous les trucs annexes sont utiles, hein, pas du tout. Hein, par exemple, si autant le Joker, en gros, tu pourrais l'éluder et c'est pas grave, autant il y a l'axe de Scarecrow qui lui aussi sert à rien dans l'histoire, mais qu'il a tout à fait sa place dedans, parce que ce passage-là entraîne une fantastique plongé dans la relation de Bruce Wayne par rapport à sa mère, et ça c'est vraiment un truc qui était vraiment exceptionnel, et vraiment ça a bien fait de rester dans ce truc. Bah, il a fait faire un petit peu plus de tri pour enlever ce qui est vraiment juste des péripéties et garder tout ce qui aide à l'approfondissement de chaque personnage. Parce que l'Oscar Crow, moi ça m'a un peu saoulé aussi, mais... Et en fait je trouve que la fin elle déçoit absolument pas, parce que moi j'étais sur les dernières planches, j'étais ah putain, parce qu'en fait il y a un retournement de situation, puis un autre retournement de situation, puis la fin en fait c'est que ça. C'est un peu ouvert comme fin aussi. Ouais. On sait pas trop finalement. Ouais, mais enfin. C'était à libre interprétation un peu, je trouve. Moi je trouve pas. Hein. Je trouve que c'est vachement fermé. Hein. On sait à peu près qui a fait quoi. C'est à peu près. On sait pas tout spécifiquement, mais on sait beaucoup de choses quand même. On sait des choses. Non, je dis pas que l'histoire est pas finie. C'est juste que pour moi c'est beau. Un point neutre, ça me plaît pas. Ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment que parmi les trucs de la fin, il y a nouveau cet aspect best-of qui sert à rien, qui est à nouveau présent, qui revient. Moi, le pire truc pour moi à la fin, c'est qu'il y a toute une trame avec Catwoman qui elle est vraiment intéressante tout le long du bouquin. Elle est super intéressante. Et à la fin, elle mène à rien. Et ça, c'est hyper frustrant. Alors, quand même. Juste un truc, ceux qui veulent voir la fin de l'histoire Catwoman, il faut lire donc la suite qui est Ta Mère Victoire, et il faut lire, je crois, c'est Un chat à Rome ou quelque chose comme ça, Catwoman à Rome, qui est vraiment la suite de l'histoire de Catwoman. C'est un peu chiant quand t'as un roman graphique qui fait plusieurs centaines de pages de pas avoir que ça conclut pas, quoi. C'est dans l'axe d'ici, en fait, c'est vraiment des. Faut savoir que nous on les lit en tant qu'album, mais qu'à la base ça sort dans des journaux, à la suite, en fait. Et que même s'il y a des entités, il y a des prolongements entre les entités, c'est comme... Donc voilà, moi, dans tous les cas, nous on vous conseille à fond un long Halloween. Moi je vous conseille aussi énormément La Mère Victoire, qui, même s'il garde un petit peu ce côté best-of, est beaucoup plus centré sur l'intrigue principale, qui est à peu près la même en fait. Ça reprend la même idée, c'est-à-dire il y a un tueur pendant les jours de fête, mais c'est vraiment beaucoup plus centré sur le côté thriller et donc l'enquête, et en même temps tu sais qu'il y a tous les méchants qui sont à côté et qui foutent eux-mêmes la merde, et donc du coup t'as une espèce de dualité, et cette fois-ci c'est plus il y a plus la pègre et seulement la police, maintenant il y a la pègre, la police et les autres méchants, quoi. Donc ça fait qu'il y a un triangle qui est encore plus important et à la fin tout aussi génial. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain interview, pour l'instant non, mais qui sait. Ouais, moi faut savoir juste que tu dis on le conseille énormément, moi pourquoi pas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé vraiment sympa. Après il m'a pas trop... Je suis pas du tout un lecteur de comics, je suis pas un fan de Batman, mais j'apprécie, j'aime bien les jeux, j'aime bien certains comics, j'aime bien... Ah putain, c'est trop mal. J'aime bien certains films, mais je suis pas un grand fan, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je trouve qu'il est vraiment chouette, en plus objectivement il l'est.
Après, il plaira pas forcément énormément à tout le monde, donc c'est important à signaler aussi. C'est quand même considéré comme presque le meilleur comics Batman existant, quoi. Je pense que c'est le meilleur que j'ai lu. Ben ouais. Mais est-ce que le meilleur Call of Duty existant parlera à tout le monde? Eh oui, c'est une bonne question. Bref, c'est là-dessus sur cette œuvre-là. Et voilà, cet atelier culturel est déjà terminé. On espère qu'elle vous aura plu comme toutes les autres. N'hésitez pas à regarder les précédentes si vous ne les avez pas vues. En tout cas, on est très content de faire cette émission-là. On espère qu'elle vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé, à en parler, à montrer ses œuvres, etc. Enfin, c'est vraiment l'idée du partage culturel. Et surtout, à échanger avec nous, débattre si vous avez aimé, qu'on n'a pas aimé, ou ce genre de choses, quoi. Et à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça nous fait toujours plaisir également. Et aussi partout où on est, Twitter, Facebook, voilà, pour histoire d'étendre notre communauté. Et aussi pour partager les œuvres culturelles que vous souhaitez nous faire découvrir et qu'on pourra explorer dans un prochain interlude culturel. Qui sera prévu à cet effet. Exactement. Et tout ça dans l'ordre de faire du Néchaud une plateforme, une grande famille culturelle composée de plein d'éléments différents. Surtout de plein de gens intéressants. Et de plein de gens intéressants. Et plein de vidéos passionnantes. Donc toi qui es là, tu es intéressant. Si tu es encore là. Parce que tu es resté là jusqu'au bout. Si tu nous regardes, tu es intéressant. Voilà. Et tu es intéressé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis intéressant. Je suis intéressant. Hashtag je suis intéressant. Comme ça, si vous mettez je suis intéressant en commentaire, on saura qui est-ce qui aura regardé la vidéo jusqu'au bout. Exact. Ouais, vraiment grave. Et si on n'a aucun hashtag je suis intéressant, alors on est alors on arrête tout de suite l'émission. Interlude culturel. J'appelle jusque là parce que sinon ça va arriver plus vite qu'on le croit. En tout cas, voilà. À la plus dans 2 semaines. À la pour plus. Une prochaine interlude culturelle, on espère. Et à bientôt. Et en attendant, si la rubrique vous manque, et il y a toutes les précédentes, donc vous avez de quoi faire. Ciao. Exactement.